j'avais été au soleil. Là, après j'étais au meeting de Jean-Pierre Galsen. Après j'ai couru au truc. Ah oui, t'as envie de dormir. Ça va Colette? Ça va? Hier soir, j'ai failli dormir. Il est 20h, si vous voulez bien. 21h, ça commence bien. Je vais procéder à l'appel. Patrick Floquet, présent. François Rose. Karine Farge. Jean-Pierre Yetna. Marie-Noël Flotterer. Mouradazi. Bacta Maïch. Jean-Luc Leroy. Elvire Thénault. Mustapha Bamba. Colette Lambert. Jacqueline Rago. Mireille Bellatar. Présente. Hervé Martin, donné pouvoir à moi-même. Albert Blondel. Abdelaziz Lalmi. Patricia Higas. Bernard Darbodi. Bernard Laborde est absent. Francine Cancel. Lucène El-Mazouzi. Présent. Maha Goulfraz. Loga Vicente. Selva Namalé. Soria Maïch. Alain Bocara. Madame Andriana Solo. Monsieur Thierry Moncion. Monsieur Raouf Bacca est absent. Madame Jennifer Bonino a donné pouvoir à Madame Pascale Andriana Solo. Madame Rago est arrivée. Monsieur Poulot a donné pouvoir à Monsieur Thierry Moncion. Monsieur Capmarty Franck
Et Madame Barbara Ezélis est absente. Le quorum étant atteint, on peut valablement délibérer. Aujourd'hui, désignation des secrétaires de séance dans l'ordre alphabétique. C'est Madame Flotterer-Chartier qui sera secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un y voit un inconvénient? Non, donc tout le monde vous plébiscite, Madame Flotterer. Vous êtes donc secrétaire de séance. La séance est comme d'habitude filmée et retransmise donc sur le Facebook de la ville. Le point 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 février 2024. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce procès-verbal du 29 février? S'il n'y a pas de remarques, je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 2, c'est l'approbation du procès-verbal du 21 mars 2024. Y a-t-il des remarques à formuler sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 3, c'est le point habituel sur la création, suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors au niveau de la direction des affaires culturelles, dans la perspective du départ par mutation externe d'un professeur de violon de l'école de musique, donc on crée un poste permanent de professeur de violon. Et on autorise le recours à du personnel contractuel. Et dans la perspective de remplacer un agent en congé maternité, on crée un poste non permanent de responsable à la médiathèque à compter du 1er juillet 2024 et on autorise également le recours à du personnel contractuel. Maintenant, à la direction des ressources humaines, suite au départ de l'ancienne directrice et à l'arrivée de la directrice actuelle, on supprime un poste permanent de directrice des ressources humaines à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie A au cadre d'emploi des attachés au grade de rédacteur principal 2e et 3e classe à compter du 1er juillet 2024. Et on supprime également un poste permanent de directrice des ressources humaines à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie B au grade de rédacteur principal de 1e classe à compter du 1er juillet 2024. Alors, Mme Soria Maïch arrive au point 3. À la direction et de l'aménagement et du cadre de vie, suite à une réorganisation de la direction et considérant qu'il convient de créer un poste de directeur pouvant être détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des communes d'une strate de population comprise entre 10 000 et 20 000 habitants. Donc on crée un poste permanent de directeur général adjoint en charge de l'aménagement du territoire et des espaces publics à compter du 1er juillet 2024. Et suite à une réorganisation de la direction, il convient de créer un poste permanent de directeur adjoint de l'aménagement et cadre de vie à compter du 1er septembre 2024 et d'autoriser le recours des personnels contractuels. Maintenant, à la direction de la petite enfance, suite au départ pour détachement de plus de 6 mois de l'agent en charge de l'accueil et du secrétariat, on crée un poste permanent d'agent administratif en charge de l'accueil et du secrétariat de la petite enfance à compter du 1er septembre 2024 et on autorise le recours des personnels contractuels. Dans la perspective de nommer 2 agents contractuels en poste et suite à la réussite de concours, on crée 2 postes permanents d'auxiliaires de puériculture à compter du 1er septembre 2024 et on supprime les 2 postes permanents qu'elles occupaient. Afin de régulariser une erreur d'appréciation de grade, on crée un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie A au grade d'éducateur de jeunes enfants à compter du 1er juillet 2024 et on supprime un poste d'éducatrice de jeunes enfants à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie A au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à compter du 1er juillet 2024. Au niveau de la direction de la vie scolaire et périscolaire, alors là, pour pallier les besoins du service et dans la perspective de stagiairiser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'ACSEM référent à compter du 1er septembre 2024. On supprime un poste d'accroissement temporaire d'activité d'ACSEM référente à compter du 1er septembre 2024. Pour pallier les besoins des services et dans la perspective de stagiairiser 2 agents contractuels en poste, on crée 2 postes permanents d'ACSEM à compter du 1er septembre 2024
et on supprime les 2 postes d'accroissement temporaire d'activité d'ATSEM à tout compter du 1er septembre 2024. Pour pallier les besoins du service dans la perspective de stagiairiser 5 agents contractuels en poste, on crée donc 5 postes permanents d'agents de restauration à compter du 1er septembre 2024 et on supprime leur ancien poste. Pour pallier les besoins du service dans la perspective de CDIser dans quelques années 2 agents contractuels en poste, on crée 2 postes permanents d'agents de restauration à compter du 1er septembre 2024. On autorise à recourir des personnels contractuels et on supprime les 2 postes qu'il y avait auparavant. Pour pallier les besoins du service dans la perspective de stagiairiser 3 agents contractuels en poste, on crée 3 postes permanents d'agents d'entretien à compter du 1er septembre 2024 et on supprime leurs 3 derniers postes. Pour pallier les besoins du service et dans la perspective de stagiairiser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'agent d'entretien à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2024 et on supprime un poste d'accroissement temporaire d'activité d'entretien à temps non complet à compter du 1er septembre 2024. Pour pallier les besoins du service et dans la perspective de CDIser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'agent d'entretien à compter du 1er septembre 2024. On autorise le recours à du personnel contractuel et on supprime l'ancien poste. Pour pallier les besoins du service dans la perspective de stagiairiser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'animateur à temps non complet à compter du 1er septembre 2024 et on supprime son ancien poste. Et pour pallier les besoins du service et la perspective de stagiairiser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'encadrant de restauration à temps non complet à compter du 1er septembre 2024 et on supprime son ancien poste. Et pour pallier les besoins du service dans la perspective de stagiairiser un agent contractuel en poste, on crée un poste permanent d'encadrant restauration à compter du 1er septembre 2024 et on supprime le poste qu'il occupait auparavant. Bonjour Monsieur Bamba. Et pour l'ouverture de la classe TPS, très petite section, on crée un poste permanent d'ATSEM à compter du 1er juillet 2024. Et suite à une réorganisation de la direction, on crée un poste permanent de coordinateur administratif et financier à compter du 1er juillet 2024 et on autorise le recours à des personnels contractuels. Enfin, la direction des systèmes d'information, suite au départ par mutation externe du directeur, on crée un poste permanent de directeur informatique à compter du 1er juillet 2024 et on autorise le recours à des personnels contractuels et on supprime un poste permanent de directeur informatique à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie A au grade d'ingénieur principal à compter du 1er juillet 2024. Y a-t-il des remarques? Monsieur Capmarty. Oui, pour les ressources humaines, donc il y a l'arrivée d'une directrice, mais la suppression de 2 postes. Donc ça veut dire que la nouvelle directrice remplace les 2 postes supprimés? C'est-à-dire qu'il y avait 2 postes ouvertes et on les ferme puisqu'il n'y aura pas besoin. C'était 2 postes ouverts, d'accord. Voilà, et on crée le poste que la directrice, la nouvelle directrice occupe. J'ai compris. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, le rapport numéro 4, c'est la signature d'une convention et d'une lettre de mission relative à la mise à disposition d'agents du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne pour une mission d'inspection en santé et sécurité au travail. Le recours à un agent chargé de la fonction d'inspection santé et sécurité au travail permet de répondre aux obligations réglementaires en matière d'inspection et de contrôle. L'autorité territoriale doit donc désigner un agent chargé d'assurer cette fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. L'agent chargé de cette fonction d'inspection vérifie les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité au travail, propose à l'autorité territoriale les mesures nécessaires pour remédier à des situations de risque constatées ou pour améliorer la prévention des risques professionnels, l'hygiène et la sécurité au travail. Depuis plusieurs années, la commune a fait le choix de recourir à un agent employé par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne pour cette mission pour les motifs suivants: pour permettre un regard extérieur et la garantie d'une indépendance nécessaire à l'exercice de la fonction d'inspection, pour bénéficier de l'expertise et des compétences d'un professionnel de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail et de sa reconnaissance des règles applicables aux collectivités territoriales, et dans un souci de maîtrise des coûts du personnel. Madame Tello arrive au point 4.
La convention est convenue pour une durée de 3 ans. La lettre de mission de l'agent en charge de cette fonction est prévue du 6 juin 2024 au 31/12/2024 pour une durée de 20 heures maximum. Estimation financière 87,50 par heure de travail, soit une enveloppe budgétaire annuelle de 1 750 €. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention relative à l'intervention d'un agent du CIG pour une mission d'inspection en santé et sécurité au travail au sein des services communaux, la lettre de mission correspondante et tout document découlant de ces dits documents joints en annexe. Y a-t-il des remarques sur cette délibération que l'on a déjà vue avec M. Capmarty au CCS? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 5, c'est la signature d'un protocole d'intervention d'un psychologue au travail du CIG. La commune de Montmagny peut solliciter l'intervention d'un psychologue au travail à son initiative ou à la suite d'une demande d'intervention du médecin de prévention à laquelle la collectivité donnerait un avis favorable. Cette démarche a déjà été confiée par le passé au CIG et a donné pleine satisfaction. Aussi, il convient de signer un nouveau protocole selon les champs d'intervention suivants: les entretiens individuels et ou collectifs avec les agents, la réflexion et la prévention des problèmes psychosociaux, la réflexion et la prévention des problèmes organisationnels et la médiation. Le protocole est consenti pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature par le président du CIG. La durée de vacation est de 1h30 et le coût de 1h30 est de 175 €. Tarif fixé par le conseil d'administration du CIG. En conséquence, il vous est proposé de m'autoriser à signer le protocole relatif à l'intervention d'un psychologue du centre du travail au CIG de la Grande Couronne, tel que joint en annexe. Y a-t-il des remarques sur ce point particulier? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 6. C'est le rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, qu'on appelle le SRIF, pour l'exercice 2023. Et je donne la parole à M. Lalmy. Merci, Monsieur le maire. En application de l'article L. 2531-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune ayant bénéficié au titre de l'exercice précédent d'une attribution de fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, prévu à l'article L. 2531-12 du même code, présente au conseil municipal avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement. Vous avez au verso un tableau récapitulatif qui présente les actions entreprises en 2023. En fonctionnement, vous avez la participation du Fonds de solidarité de 1 263 908,25 répartis entre la police municipale, les centres de loisirs, les autres activités pour les jeunes, actions de prévention sanitaire, services communs, actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence, actions en faveur des personnes en difficulté, services en faveur des personnes âgées, crèches et garderies. Et vous avez un investissement pour un montant de 1 304 671 répartis entre la police municipale, les centres de loisirs, autres activités pour les jeunes, actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence, et crèches et garderies. Merci, M. Lalmy. Avez-vous des remarques sur ce point que l'on passe chaque année au mois de juin? Monsieur Capmarty. Simplement, quelle est la composition de autres financements? C'est qui? Où est-ce que vous voyez autre financement? Ben, il y a le financement de l'organisme départemental. Et puis, là, c'est la partie du SRIF, et les autres, c'est la ville qui finance. Hein. Donc c'est pas autre financement, c'est la ville. On finance.
C'est-à-dire le SRIF fait 41,38 et puis la ville... 41,38. D'accord, mais pourquoi on a mis autre financement alors qu'on aurait pu mettre ville de Montmagny? Oui. C'était plus clair, je veux dire. Voilà, c'est tout. Moi, je me suis posé la question. Donc, Comme vous voulez. ok, merci. D'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 7, c'est donc l'approbation de la convention portant sur la garantie d'emprunt au profit de la société d'HLM 3F pour la réhabilitation de 89 logements situés 13 rue Guilmer et 45 rue des Lévriers à Montmagny. Monsieur François Rose. Monsieur le maire, dans le cadre des opérations de réhabilitation des 89 logements sociaux de catégorie de financement FAB, alors FAB c'est prêt à l'amélioration, situé 13 rue Guilmer et 45 rue des Lévriers à Montmagny, la société d'HLM Immobilière 3F a sollicité de la commune une garantie d'emprunt pour le prêt à la Caisse des dépôts. Donc c'est un prêt sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 3 000. Ah, j'ai pas vu mon micro. Alors, il faut que je recommence à zéro, alors. Non, non, vas-y, continue. Donc, c'est un prêt, comme vous voyez dans le tableau, sur 20 ans, d'un montant de 965 000 euros, à un taux de 3,6%, indexé sur le livret A, c'est-à-dire si le livret A augmente, il augmente. Nous avons des droits de réservation également sur 20 ans, sur 18 logements, plus 5 ans de supplément, d'après la nouvelle convention en application de la gestion des flux. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Bon, quelques précisions quand même sur la société que l'on garantit. Elle a environ 300 000 logements. Elle a un chiffre d'affaires de 785 millions d'euros pour un résultat de 131 millions d'euros, ce qui, je pense, démontre une bonne solvabilité. Ce sont les résultats 2022. Je peux vous donner les 2021. Ils sont sensibles. Le chiffre d'affaires est un peu plus élevé pour un résultat à peine supérieur. Par contre, 2023 n'est pas encore publié dans les bases de données. Bon, donc on ne prend pas trop de risques On ne prend pas trop de risques, non. avec I3F. Y a-t-il des questions sur cette garantie d'emprunt? Monsieur Cap-Marty. Oui. On ne pouvait pas augmenter les 20%? Il n'y a pas moyen de négocier quelque chose de plus? Non, Non. c'est C'est dans le point que l'on a vu c'est au mois de mars, je Oui. crois. C'est même 18%, je crois, D'accord. de mémoire. Et le taux maximum est 20%, on ne peut pas aller Mais au-delà. c'est ça, Vous savez, le maintenant, maximum. on n'a plus le droit de rien faire. Hein. Ok. On nous dicte tout. Hein. C'est nouveau monde. Mais il ne durera pas. D'autres questions? Espérons-le. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 8, c'est l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure, le TLPE, à compter du 1er janvier 2025. Monsieur Rose. Je vais essayer de ne pas tout vous lire Oui, et de résumer. Donc, premièrement, la TLPE est facultative, mais on a envie de le faire. Elle comprend trois catégories de supports, les publicités, les enseignes et les préenseignes. Donc, dans la note, vous avez les définitions de chacune de ces catégories. Nous avons la possibilité d'instaurer une taxe. Il faut l'instaurer avant le 1er juillet, ce qui permet de l'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivante. Le montant dépend du nombre de faces sur les panneaux, des superficies des dispositifs et de la nature des supports. Donc on a ensuite un tableau qui est très intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux aller lire à la 3e page le même tableau avec les chiffres que le tableau qui cadre nos obligations. Ensuite, vous avez, pour rappel, l'article L de 2333-7 du Code général des collectivités territoriales qui précise ce qui est exonéré. Donc on ne va pas débattre là-dessus, puisque c'est obligatoire de les exonérer, on va le faire. Ensuite, il y a l'article de L 2333-8 du même code qui vous donne les exonérations qui sont possibles de prendre par délibération. Donc on le trouve dans la 3e page de notre délibération, j'y reviendrai dans quelques secondes. Et ensuite, je pense que oui, donc on a fixé un tarif à partir du barème maximum par rapport à la strate dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devons donc au Conseil municipal d'instaurer la TLPE sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2025, de ne pas maintenir d'exonération en plein droit des enseignes pour les superficies totales cumulées
quand la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, d'exonérer uniquement les enseignes ayant une superficie inférieure à 3 mètres carrés, ça fait partie donc, des exonérations possibles dans L 2333-8, de mettre en place une exonération totale prévue, voilà, donc on revient sur ce même article, en ce qui concerne les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, c'est-à-dire que ça concerne nos arrêts de bus, nos sucettes, qui permet d'avoir le support municipal les publicités communales et autres. Et enfin, d'actualiser le tarif des TPLPE comme suit. Donc vous avez un tableau. Le maximum est 24,40 € pour la strate dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez une petite note explicative sur les strates qui vous a été jointe. Donc c'est un prix au mètre carré. Et après, il suffit de multiplier et on arrive au taux que nous imposerons auprès des afficheurs. Il faut savoir que ces supports, ces publicités sont tellement jolis que nous avons estimé qu'il était nécessaire de les taxer. Et on vous propose donc d'approuver cette délibération après vos éventuelles questions. Y a-t-il des remarques? Merci, Monsieur François Rose. Monsieur Cap-Marty. Oui, donc le conseil municipal n'avait-il pas voté il y a un certain temps une interdiction pour les grandes surfaces? Et quelle était cette surface? Je ne me souviens plus. Mais là, on a plus de 50 mètres carrés. Est-ce qu'on avait voté quelque chose pour limiter les surfaces de... Non, la dernière fois qu'on a voté, c'est avec votre ami Monsieur Villescaz. Oh, c'est si vieux que ça? Oui, et depuis quelques années, c'était devenu caduc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le remet en place. Avec le changement de PLU, on en profite pour mettre en place la tarification. Moi, je trouve que ces immenses surfaces de publicité, c'est un peu nul. Oui, ben justement, Monsieur Caparty, on était dans le règlement général qui ne permettait pas de taxer. Aujourd'hui, on souhaite taxer, justement, c'est pour aller dans le sens que vous voulez, c'est limité. Et après, nous aurons un règlement que nous adopterons, qu'on proposera à l'adoption en même temps que la révision du PLU, qui permettra aussi de limiter les surfaces. Parce que, tout comme vous, on n'est pas particulièrement fan des panneaux publicitaires, surtout trop grands, et on souhaite les limiter au maximum. Ok. Ouais, je suis d'accord avec vous, il faut les taxer. On aura fait des cadeaux avec la réforme de la taxe foncière. On a baissé de moitié les grandes surfaces et les petits commerces du centre-ville, on les a multipliés par 2. Donc il est grand temps de rééquilibrer. S'il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 9, rue des Sablons, cession des parcelles AM 1166 et AM 1264. Monsieur François Rose. Alors, suivant la délibération du conseil municipal numéro DL 2003-0507-046 du 5 juillet 2023, il a été constaté la désaffection de l'ancien tracé de la rue des Sablons et prononcé son déclassement dans le domaine public communal. Cette portion de voie désaffectée est donc désormais prescriptible et aliénable. Suivant le document d'arpentage dressé par le cabinet de géomètre Montgrelet-Meuret, cette portion désaffectée a été cadastrée en section AM 1264 pour une contenance de 664 m² environ. La société Steam Technibat propose d'acheter cette parcelle. La parcelle AM 1666 ayant une contenance cadastrale de 129 m² et la AM 1264 ayant une contenance de 664 m² au prix de 146 € du mètre carré pour un total de 115 778 € hors taxe. Le projet de cette société consiste à la création de locaux d'activité et de bureaux indépendants. Il est à noter que la surface de plancher créée devra être compatible avec les règles en vigueur et sera soumise à un dépôt de permis de construire. Il faut savoir qu'on est tout près du PTM. Donc il est plus intéressant de construire des locaux d'activité que de construire des logements. En plus, vu que nous sommes aux abords de la ligne de chemin de fer d'une part et d'autre part de la rue Jules Ferry, il y aura moins de nuisances dans le cadre de locaux d'activité artisanaux et autres que la construction de logements. Il faut savoir que la voirie donc, qui est concernée n'est plus utilisée puisqu'elle a été déviée à cause de la trémie du passage souterrain qui remplace le passage à niveau qu'il y avait à cet emplacement. On l'a déclassé? Oui, c'est dit, on l'a libération. Voilà. Des remarques sur cette
ce point 9. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Le point 10, c'est le 178 bis rue d'Épinay. Cession de la parcelle AL 287. Monsieur Rose. Je vais vous parler d'une excellente affaire. La commune de Montmagny a acheté au consort Clochepin, un pavillon au 178 bis rue d'Épinay le 25 avril 1997 dans le but de le démolir afin de faciliter la circulation dans cette portion de la rue d'Épinay qui fait la jonction avec la rue Achille Viège. J'espère que vous vous en souvenez, monsieur Camarty, vous étiez maire adjoint à l'époque. L'utilité de cet achat? Conformément à l'article L de 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ce bien fait partie du domaine privé de la commune. Le pavillon étant en copropriété, aucun projet de démolition n'a pu être mis en œuvre. Il est à noter qu'il est actuellement en état de dégradation avancée, ayant été squatté à plusieurs reprises. Il constitue une charge d'entretien pour la collectivité. La commune a donc choisi de vendre de gré à gré ce pavillon. Pour ce faire, elle a mandaté l'agence immobilière ACI Immobilier de Montmagny, qui se trouve juste en face de la mairie. L'agence a trouvé des acquéreurs, M. Omar Seraf et Mme Firial Seraf, pour ce pavillon pour un montant de 140 000 €, dont 10 000 € de frais d'agence, ce qui revient à prix de 130 000 €. La ville a sollicité l'avis des domaines et le prix estimé pour cette cession était de 112 500 €, donc on vous propose de le vendre à 130 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour mémoire, si une question venait concernant le prix d'acquisition, il est de 714 000 francs. Donc il faut diviser par 6, 5, 5, 9, 5, 7. Pour Et arriver on en obtient euros. 108 848. Non, 164 000. Et en francs courants, 164 000. Monsieur Camarty, Oui. vous allez nous éclairer. Pourquoi c'est la commune et non l'acheteur qui paie la commission à l'agence? Non, c'est vendu. En général, c'est l'acheteur qui paye la commission. Ben oui. L'acheteur, il achète à 140 000 €, dont 10 000 € de frais d'agence. Donc notre net est de 130 000. Que vous l'habillez dans un sens ou dans l'autre, le résultat est le même. Ah, d'accord. On peut dire qu'on est payé 140 000 et on donne 10 000 à l'agence, ou on peut dire que l'acheteur donne 140 000 et qu'il nous restitue 130 000. Mais au bout du compte, on a toujours 130 000. Et il paye les frais de notaire. Oui, c'était le prix défini, 130 000. Pardon? 130 000. C'est le prix définitif, oui. Oui. Oui, d'accord. On avait eu une autre offre à un prix sensiblement équivalent, mais l'offre a été cassée en cours de route. Donc c'est la deuxième offre que l'on a, mais les prix étaient cohérents l'une par rapport à l'autre. Je pense que vous ne vous en souvenez pas, mais quand ça a été acheté à l'époque, en 1997, on pensait certainement avoir acquis la totalité, alors que c'est une indivision de 60%. Et donc on ne pouvait rien faire. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je signale que ce n'était pas inscrit au budget, donc c'est une somme qui vient au crédit en supplément des opérations qui étaient inscrites. Le point 11, définition des objectifs et des modalités de concertation de la procédure de modification numéro 7 du PLU de Montmagny. Monsieur François Rose. Je la cherche. Ah, ben, je la cherche. Elle est où? Tu l'as? Ah, bon. Merci. Définition des objectifs et des modalités donc, de concertation pour la procédure numéro 7 de révision du PLU. Cette procédure a été engagée par arrêté du maire du 1er août 2022. Et elle a pour objet de créer un sous-secteur UCC afin de permettre la densification d'un îlot situé rue de Villetaneuse, de créer un secteur UCV1 pour permettre de la densification d'un îlot dans le secteur de la gare d'Épinay-Villetaneuse, supprimer les secteurs qui concernent la ZAC de la jonction close depuis 2017, reclasser une partie des zones UEP en zone UG, supprimer et créer de nouveaux emplacements réservés en vue de réaménager l'espace public et de créer des jardins familiaux, créer une liaison destinée au mode actif le long des voies ferrées, modifier certaines dispositions du règlement, ajouter des informations en vue de faciliter la compréhension du règlement.
Dans le cadre de la procédure, la commune a saisi par courrier en date du 23 décembre 2022 l'autorité environnementale d'une demande d'examen au cas par cas, conformément à l'article R 104-35 du Code de l'urbanisme. Pour son avis, la mission régionale d'autorité environnementale oblige la commune à réaliser une évaluation environnementale quant à la procédure de modification numéro 7 du PLU. Aussi, en application de l'article 40 de la loi numéro 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique, qui modifie le régime d'évaluation environnementale des plans et des programmes, des articles L 123.2 et 103.3 du Code de l'urbanisme. Les objectifs et les modalités de la concertation avec le public doivent être définis par une délibération du conseil municipal. Donc c'est ce qu'on va maintenant définir. Donc, objectif poursuivi dans la concertation a pour but de permettre aux habitants, associations locales et de protection de l'environnement et à toute personne concernée de prendre connaissance des modifications projetées, de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évolutions envisagées et, le cas échéant, de formuler ses observations ou propositions sur ces modifications. Il est proposé de mettre à disposition un dossier de concertation à la mairie du 8 juillet au 9 septembre 2024, de mettre en ligne le dossier de concertation sur le site internet de la commune à partir du 8 juillet jusqu'au 9 septembre également, mettre à disposition un registre de concertation en mairie, rédiger un article dans le bulletin municipal, définir des mesures de publicité de la présente délibération, publication au recueil des actes administratifs de la commune, publication dématérialisée sur le site de la commune, affichage en mairie de Montmagny pour une durée d'1 mois. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver les objectifs poursuivis de modalité de la concertation de la procédure de la modification numéro 7 du PLU, tel que défini ci-dessus. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui va être modifié, puisque c'est justement le but de la concertation. Donc est-ce qu'il y a des commentaires sur la concertation ? Avez-vous des questions sur la concertation, M. Cap-Marty? Oui, donc on trouve que cette consultation des Magny-Montois pendant les vacances devrait être reportée à la rentrée. C'est le même problème que pour les législatives. Donc on critique. C'est ce que j'allais vous répondre. Hein. C'est le nouveau monde. Hein. On met les élections pendant le mois de juillet, pourquoi pas une concertation? Moi, je dis le contraire. Oui, on ne devrait pas avoir les élections pendant les vacances, ni ça. Moi, je vais tempérer un peu votre propos, M. Cap-Marty. Sûrement. Bon, je vais tempérer un peu ce que vous dites, M. Cap-Marty. Nous avons quand même 2 mois de concertation. Rares sont ceux qui s'absentent 2 mois pendant la période estivale. Donc, généralement, les personnes s'absentent environ 3 semaines, ce qui fait que sur les 3 semaines, il en reste 5 à 6 pour pouvoir participer à la concertation. Donc je pense que période de vacances ou pas période de vacances, il y a moyen de donner son avis si on a vraiment envie de le donner. Et puis on peut le faire par Internet. Oui, bien sûr. Ouais. On peut le faire sur son lieu de vacances si on s'ennuie. Au bord de la piscine. De la mer. Il ne faut juste pas faire tomber la tablette dans la piscine, c'est tout. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce lancement de concertation, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 12, l'approbation de la convention de mise à disposition de parcelles des communes de Villetaneuse et de Montmagny au profit d'Île-de-France Nature et de parcelles régionales au profit des communes de Villetaneuse et de Montmagny pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager des bains jardins de la Butte-Pinson. Monsieur Jean-Luc Leroy. Merci, monsieur le maire. La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de parcelles par les communes de Villetaneuse et de Montmagny aux fins d'y réaliser des travaux d'aménagement paysager et des travaux complémentaires au chantier de l'Île-de-France Nature. De définir les conditions de gestion des parcelles impactées par l'aménagement d'Île-de-France Nature. La présente convention est conclue pour la durée de réalisation des travaux, la date de fin des travaux étant fixée à décembre 2027. Elle sera effective dès sa signature par l'ensemble des parties. Le coût des travaux est à la charge d'Île-de-France Nature, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 7 de la Convention.
Île-de-France Nature prend à sa charge l'établissement d'un état des lieux contradictoire de parcelles par huissier au démarrage des travaux. Île-de-France Nature demeure seule et entière responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de la mise à disposition des terrains mentionnés à l'article 2, de son fait personnel, de celui de ses commettants et des matériels dont elle a la garde. Elle s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant de garantir la sécurité du public sur les terrains mis à sa disposition. Île-de-France Nature s'engage, une fois la réception des travaux réalisés, à libérer les emprises et à les remettre à disposition des communes. Île-de-France Nature ne peut en aucun cas céder, sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de la Convention. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de parcelles des communes de Villetaneuse et de Montmagny au profit d'Île-de-France Nature, telle que jointe en annexe. Merci, Monsieur Jean-Luc Leroy. Avez-vous des remarques à formuler? Ça concerne très peu Montmagny, c'est surtout Villetaneuse. S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 13, c'est l'adoption du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires. Et bien évidemment, je donne la parole à Madame Karine Farge. Merci. Les activités périscolaires et extrascolaires sont des services publics administratifs facultatifs développés par les collectivités locales. Ces services doivent faire l'objet d'un règlement intérieur servant de cadre de référence à l'ensemble des utilisateurs. À ce jour, 2 règlements intérieurs coexistent, un règlement pour la restauration scolaire d'une part et un pour les accueils et les activités périscolaires et extrascolaires d'autre part. Il était donc nécessaire de refondre ces règlements et de les compléter, de les actualiser également. Alors parmi les modifications importantes, on a effectivement le regroupement des 2 règlements existants, intégrant également le CLAS, les études et le pédibus, qui n'avait jamais fait l'objet d'un réel règlement intérieur. La clarification du fonctionnement sur plusieurs activités, donc on remet le pédibus par exemple. L'élargissement du temps d'accueil des mercredis et des vacances scolaires afin de faciliter le quotidien des familles. L'instauration d'une règle de facturation pour les familles qui ne respectent pas le nombre de jours attribués pour la restauration scolaire. Les conditions d'accueil pour les enfants avec un PAI ou en situation de handicap. Donc voici les grandes modifications du règlement intérieur ou les mises à jour également. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement intérieur et des activités périscolaires et extrascolaires telles que joints en annexe. Merci, Madame Karine Farge. Y a-t-il des remarques sur ce règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires? S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 14, c'est l'approbation de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF du Val d'Oise relative à la prestation de services, animation globale et coordination et animation collective famille du centre socio-culturel Antoine de Saint-Exupéry sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Monsieur Jean-Pierre Yatna. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Il y a quelques mois, le conseil municipal avait voté à l'unanimité le projet social de territoire pour la période 2024-2027. Alors, ce projet social a pris une navette jusqu'à la CAF du Val d'Oise pour y être évalué. Il a été validé à l'unanimité le 8 février dernier. Reste une dernière étape, celle de l'accord des parties, c'est-à-dire une convention qui doit être signée entre la mairie de Montmagny et la CAF du Val d'Oise. La convention d'objectifs et de financement définit, selon les termes de l'article 1, encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services. Cette convention va permettre au centre socio-culturel Saint-Exupéry de recevoir 2 agréments. Le premier, l'animation globale coordination, l'autre, l'animation coordination, l'animation plutôt collective famille pour la période 2024-2027. Alors je saisis cette occasion pour remercier une fois de plus tous nos bénévoles, les partenaires qui nous ont aidés à construire ce projet social de territoire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale du Val d'Oise
relative à la prestation de services, animation globale et coordination et animation collective famille du Centre socio-culturel Antoine de Saint-Exupéry sur la période 2024-2027. Merci Jean-Pierre Lietna. Y a-t-il des remarques sur ce point 14? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 15, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association Accueil Psy pour l'année 2024. Et c'est encore la parole à M. Jean-Pierre Lietna. Merci, Monsieur le maire. Alors, d'abord, un petit chapeau pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le centre socio-culturel héberge en son sein des psychologues qui sont membres de l'association Sauvegarde 95, une association créée dans les années 60. Elles interviennent dans le cadre de l'ACEP, pardon pour cet acronyme, c'est l'accueil, conseil, écoute parents et enfants. Ce n'est pas de cela que nous parlons ici, c'est autre chose. C'est une nouvelle association qui a été créée en 2021 et qui a 3 objectifs. Recevoir toutes les demandes des personnes qui souhaitent recourir à la psychothérapie, offre des consultations dans une durée limitée et puis contribuer à diffuser des informations et des problématiques portant sur la santé mentale. Cette association assure une permanence 2 fois par semaine, les mardis et le jeudi, au Centre socio-culturel Saint-Exupéry et à Valadon. Donc par leurs actions, l'association contribue au sein de la ville à la santé mentale des gens, à tisser des liens sociaux, et puis à les aider à conserver une santé mentale, n'est-ce pas, un esprit sain dans un corps sain, et pour faire plaisir au latinisme, même ça n'a incorporé sano. Bien, au regard des actions que cette association mène, la mairie souhaite leur venir en aide par le versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 400 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention d'un montant de 2 400 € à l'association Accueil Psy pour 2024. Merci, M. Jean-Pierre Lietna. Il y a également le PREI, on a vu ça au CCS, qui a donc une cellule de psychologie. Des remarques à formuler? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 16, c'est la mise en place des modalités de paiement des différents supports non restitués et mise à jour du règlement intérieur de la médiathèque Pergame. Et bien évidemment, je donne la parole à Mme Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Floquet, merci. Depuis 8 ans, la médiathèque municipale Pergame offre des services essentiels à notre commune, notamment l'accès gratuit à une vaste collection de documents, de ressources numériques et d'activités éducatives et culturelles. Cependant, malgré nos efforts pour offrir ces services de manière équitable et accessible, un certain nombre de documents empruntés ne sont jamais restitués. Les supports non restitués représentent environ 5% du budget des acquisitions annuelles, soit 1 000 €, et ont un impact direct sur notre capacité à remplir notre mission de service public. Face à cette situation, il est proposé la mise en recouvrement des supports non restitués de la médiathèque municipale. Ce nouveau fonctionnement encouragera les usagers à restituer les documents à temps, contribuant ainsi à maintenir un fonds dynamique et à minimiser les coûts liés au remplacement des ouvrages perdus ou endommagés. Pour mettre en place correctement ce nouveau système, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de la structure. Alors, afin d'actualiser l'ensemble du règlement intérieur, il est proposé des changements suivants. Donc, l'article 8, vous ne verrez plus et présenter un justificatif d'identité, carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour, et il sera précisé qu'il est demandé simplement un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Dans le même article, il convient de préciser que concernant l'inscription d'une personne mineure, le représentant légal devra également signer l'autorisation fournie et être présent au moment de l'inscription. Ça, ce n'était pas noté, donc on a rajouté ça. À l'article 25, il est ajouté en fin d'article, en cas de non-restitution suite à un 4e rappel, une mise en recouvrement sera engagée auprès du Trésor public selon le prix d'achat collectivité du document
plus une somme forfaitaire de 30 € correspondant aux frais de gestion. En annexe 2, liste des services, section prêt de documents, il a été ajouté la mention d'un nouveau document empruntable, le jeu vidéo qui n'existait pas à l'époque, et la suppression d'un document qui ne marche pas très bien, ce sont les journaux. La médiathèque met à disposition de ses usagers des documents imprimés, livres et magazines, des CD musicaux, des DVD, des jeux vidéo et des supports matériels. Pour l'annexe 2, liste des services, section services en ligne, il a été précisé plus en détail quelles étaient les ressources numériques à disposition des usagers. Donc, on a ajouté la presse en ligne, la vidéo à la demande, formation, soutien scolaire, préparation à l'examen du code de la route, langue, etc., livres numériques et livres audio. Pour ce qui est de l'annexe 3, conditions de prêt des documents, section prêt aux inscrits individuels, il a été précisé les modalités d'emprunt des documents multimédia. Sur présentation de sa carte, un usager inscrit peut emprunter un maximum de 15 documents, dont 2 DVD maximum et un seul jeu vidéo. En annexe 3, conditions de prêt des documents, section prêt aux inscrits individuels, il a été précisé les modalités de prolongation. Il n'est pas possible de prolonger les prêts plus d'une fois. La demande de prolongation peut être faite auprès du personnel de la médiathèque sur place, sur les automates de prêt par téléphone, par courriel ou directement en accédant au compte de l'usager via le portail des bibliothèques de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Pour l'annexe 3 encore, conditions de prêt des documents, section prêt aux usagers inscrits à titre collectif, il a été ajouté les jeux vidéo dans des documents exclus du prêt, sont exclus du prêt aux collectivités, les jeux vidéo, ça c'est pas possible. En annexe 5, charte d'utilisation d'Internet, section accès aux services, il a été précisé les conditions d'utilisation de l'équipement numérique public. Tout usager adhérent peut utiliser gratuitement les postes informatiques. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place des modalités de paiement des différents supports non restitués et les modifications du règlement intérieur de la médiathèque Pergame, telles que joints en annexe. Merci Madame Flotterer. Y a-t-il des remarques? Monsieur Capparty. Oui, juste, il y a combien de temps entre 2 rappels pour la restitution? Je dirais 1 mois à peu près. Comment? 1 mois. Un mois entre 2? Oui, c'est bien. Moi, c'est un peu trop. Oui, En tout on cas, fait 4 appels, alors ça ouais, fait on 4 fait mois. oui, bah oui. alors, je me renseignerai, mais Ouais. on Moi, laisse 15 du temps. jours, On laisse du temps je parce trouve qu'en que ce fait, serait on suffisant. contacte les gens, on leur parle. Le but du jeu, c'est qu'on passe pas par le recouvrement et voilà. Non, mais qu'on passe pas tout de suite par le recouvrement. Voilà. Je veux bien qu'on mette 4 mois. Avec 4 appels, c'est quand même long. Et d'autant plus que ça pénalise ceux qui rendent les livres, Ouais. puisque ces sommes-là, on ne peut pas acheter les livres nouveaux. Madame Andréana Solo. À l'article 8, vous indiquez qu'on vient de supprimer et présenter un justificatif d'identité. Il n'y a plus besoin de présenter de justificatif d'identité? Justificatif de domicile. Alors, je regarde Monsieur Trinquier, mais je pense que de toute façon, on n'a pas le droit de demander une carte d'identité dans une bibliothèque. C'est pour ça qu'on a remplacé par justificatif de domicile, parce que la loi est comme ça. On peut demander un justificatif de domicile, mais normalement, nous n'avons pas le droit de demander une carte d'identité dans une bibliothèque. Et comment vous êtes sûr de l'identité des gens? La bonne foi des gens. La bonne foi des gens, le désir, la bonne foi des gens, le désir de lire. C'est pas anodin de venir dans une bibliothèque, vous savez. On Voilà. est des rêveurs de temps C'est- en temps. Voilà. Oui, de toute façon, il n'y a qu'un officier de police qui peut demander l'identité. Oui. Les agents immobiliers pour voir l'appartement, ils demandent la piscine. Donc, il n'y a pas que le policier, il n'y a pas que le policier. Mais normalement, on n'a vraiment pas le droit. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point suivant, c'est le rapport numéro 17, c'est l'attribution d'une subvention municipale pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 aux associations issues de Montmény Sport suite à la fin de ses activités au 1er juillet 2024.
Et je donne la parole à Monsieur Mourad Aziz. Merci, Monsieur le maire. L'association Montmagny Sport a décidé, au cours de l'Assemblée générale du 8 novembre 2023, de mettre fin à ses activités le 1er juillet 2024. La dissolution, c'est un mot à la mode, de l'association a été actée par une Assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2024. 6 sections sur les 8 qui composent Montmagny Sport souhaitent maintenir leur activité au-delà du 1er juillet 2024. Par conséquent, elles ont créé de nouvelles associations indépendantes de Montmagny Sport. Donc nous aurons les dénominations suivantes: Montmagny SP Badminton, Montmagny Multiathlon, Montmagny Judo, Montmagny Grolet Tennis de table, Viva Forme et Yoga Forme et Équilibre. La commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sportive et dans sa volonté de promouvoir le développement de la pratique des activités physiques et sportives, souhaite attribuer une subvention de fonctionnement à ces nouvelles associations pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Cette subvention permettra à ces nouvelles associations un fonctionnement ordinaire du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et permettra aux Magny-Montois de continuer à pratiquer leur discipline sportive préférée. Donc vous avez en dessous l'attribution par section des montants. Ces montants correspondent aux sommes que Montmagny Sport avait prévu de leur verser pour le deuxième semestre 2024. La municipalité attend de ces associations qu'elles diffusent les valeurs du sport, comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi et les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé. On disait tout à l'heure, un esprit sain dans un corps sain. Il est proposé au conseil... Ah, oui, en latin, non. Je laisse la parole à Jean-Pierre. Si. Vous m'avez bien eu. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 aux nouvelles associations issues de Montmagny Sport correspondant au montant suivant: 5 000 € à Montmagny SP Badminton, 2 750 € à Montmagny Multiathlon, 2 875 € à Montmagny Judo, 2 750 € à Montmagny Grolet Tennis de table, 1 500 € à Viva Forme et 750 € à Yoga Forme et Équilibre. Merci Mourad Aziz. Y a-t-il des remarques? Une question, oui. 6 sur 8, il y en a 2 qui arrêtent définitivement, c'est Oui, ça le... La Oui, c'est GRS ça. et danse et... Il n'y a pas de... ARS, c'est ça? La GR et danse et gym. Donc il n'y a pas de fini pour eux, d'accord. Il n'y a pas de... Ils s'arrêtent complètement, enfin, il n'y a plus d'activité. Ok. Alors, il y aura de la danse puisqu'il y a la danse Oui, sur à l'école de musique et de danse. D'accord. Et la GR, il y aura de la pratique apparemment de GR au niveau de l'association Multiathlon. Ah, ça sera un des... D'accord. Ça sera un petit peu récupéré dans ce sens-là. Ouais. Puisqu'il y a des créneaux de libérés aussi, donc effectivement ça pourra. Que c'est les problématiques, il y a toujours des difficultés à obtenir des bénévoles. Moins en moins de bénévoles, Oui. là-dessus, c'est vrai. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 18, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association sportive du collège Nicolas Copernic. Et je redonne la parole à Mourad Aziz. L'équipe de danse Battle Hip Hop du collège Nicolas Copernic, après avoir franchi les différentes phases qualificatives en remportant le titre championne départementale et championne académique, s'est brillamment qualifiée pour le championnat de France UNSS qui s'est déroulé à Marseille du 14 au 16 mai 2024. La participation de 5 élèves et de 2 professeurs d'EPS à ce championnat engendre un coût de 2 078 €. Cette somme correspond à la prise en charge du transport, de l'hébergement et des repas de l'ensemble de la délégation pour les 3 jours de compétition. Par son travail sur le temps scolaire et dans le cadre de l'association sportive du collège, l'équipe pédagogique EPS inculque aux jeunes les valeurs du sport comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé et les valeurs de la République par le biais du sport.
Par leur comportement, lors des différentes étapes de qualification, les jeunes ont su donner une image positive de la ville de Montmagny. Par conséquent, la ville souhaite apporter son concours en attribuant une subvention de 1 200 € à l'association sportive du collège Nicolas Copernic, soit 60% du budget nécessaire pour participer au championnat de France UNSS Dance Battle Hip Hop. Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention de 1 200 € couvrant 60% du montant nécessaire à la participation de l'équipe Danse Battle Hip Hop au championnat de France UNSS. Y a-t-il des remarques sur cette demande de subvention de... Oui, Madame Andriana Solo. Alors déjà, ils ont fait quoi comme résultat au championnat de France? Je n'ai pas de retour là-dessus. Je m'attendais à cette question, mais le résultat, puisqu'en fait... Le résultat, ils sont 6e sur 20. C'est bien. Donc, et on ne pouvait pas leur payer les 2 000 €? Alors, oui. Oui, j'ai une petite question, c'est qu'on participe à hauteur de 60% concernant cette activité. Comme la moitié des collégiens du collège Copernic viennent de Groslay, est-ce que la ville de Groslay contribue aux 40% restants? Oui, à hauteur de 0 €. Du coup, vous envisagez de poser la question à Groslay ou... Je la pose tout de suite. Non, mais c'est le collège Nicolas Copernic qui avait fait bien évidemment une demande comme elle avait fait à Montmagny. Mais ça serait cohérent, on est d'accord. Il faut quand même savoir que le collège Nicolas Copernic est un petit peu en difficulté financière et que donc il ne pouvait pas financer ce voyage à Marseille. Et si on n'avait pas donné les 1 200 €, il ne le faisait pas. Alors, justement, ce n'était pas le reproche d'avoir donné 1 200, c'était plus pourquoi ne pas donner un petit peu plus, mais la remarque formulée. Oui, bah c'est ça, voilà. Bonne, ouais. Dans la demande, il y avait également la demande à Groslay. Ok, bon, bah alors, enfin, ça s'est très bien passé. Tout le monde était content et on peut être fier du résultat. S'il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 19, c'est la subvention, l'attribution d'une subvention municipale à l'association Rugby Club Vallée de Montmorency-Soisy pour l'année 2024. Monsieur Bouradazi. Suite au décès du président de l'association en novembre 2023, le Rugby Club Vallée de Montmorency-Soisy n'a pu déposer de dossier de subvention pour l'année 2024 dans les délais impartis. Dans son dossier de subvention déposé courant 2024, le nouveau président confirme que les actions mises en place sur le territoire de la ville, comme les interventions autour de l'initiation du rugby au sein de l'école Les Lévriers élémentaires et la participation de l'association à la fête du sport, seront pérennisées. La commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sportive et dans sa volonté de promouvoir le développement de la pratique des activités physiques et sportives, souhaite attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 1 000 € à Rugby Club Vallée de Montmorency-Soisy. C'est le même montant que ce que l'on avait donné l'année dernière. Ouais. Donc la municipalité attend de cette association qu'elle diffuse les valeurs du sport, comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi et les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention d'un montant de 1 000 € à l'association Rugby Club Vallée de Montmorency-Soisy pour l'année 2024. Des questions pour cette subvention de 1 000 € à cette association? On a un très bon retour dans les écoles de l'initiation au rugby. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 20, c'est l'attribution de la participation communale au profit de l'association Aiguillage dans le cadre des actions de prévention spécialisées au titre de l'année 2024. Et je donne la parole à Madame Elvire Thénault. Merci, Monsieur le maire. L'association Aiguillage met en œuvre sur le territoire de la commune de Montmagny des actions dans le cadre de la prévention spécialisée, dont notamment un travail avec les établissements scolaires ainsi que les partenaires concernés, tels que le service jeunesse, le programme de réussite éducative intercommunale, autour des problématiques de décrochage scolaire. Des accompagnements individuels renforcés en lien avec les partenaires de la communauté éducative et l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi par la mise en place de chantiers éducatifs.
Les éducateurs de l'association s'adressent à un public préadolescent, adolescent et jeunes majeurs dans son milieu naturel de vie, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les rues, les lieux publics, les établissements scolaires et plus généralement tous les lieux de regroupement. Leurs méthodes d'intervention, leurs outils, leur réseau partenarial évoluent en fonction de la situation et des besoins du public. L'association a pour objectif d'orienter le jeune au plus juste de ses intérêts dans le cadre d'un réseau partenarial. On l'a dit, établissements scolaires, services communaux, PREI, missions locales, riche et diversifié, centré sur l'éducation, l'insertion et la promotion des familles. Conformément à la convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, le département du Val-d'Oise, les communes de Deuil-la-Barre et Montmagny et l'association Aiguillage, au titre de la période 2023-2026, les participations des différentes collectivités sont ainsi déterminées sur la base d'un budget de fonctionnement soumis au département par l'association. Les deux communes de Deuil-la-Barre et Montmagny s'engagent à participer à hauteur de 10% chacune du budget. La commune d'Aglo participe à hauteur de 80% d'un tiers du budget et le département participe à hauteur de 80% des 2 tiers du budget. La commune a été destinataire d'un courrier du département du Val-d'Oise en date du 17 avril 2024, l'informant que pour 2024, les dépenses de fonctionnement de l'association ont été fixées à 259 836 € et que les recettes déductibles sont d'un montant de 17 700 €, soit un coût total de 242 136. Pour l'année 2024, les participations des différentes collectivités sont donc les suivantes. 129 139 € pour le département, 64 570 € pour la communauté d'Aglo, 24 213,50 € pour la commune de Deuil-la-Barre et 24 213,50 € pour la commune de Montmagny. À ce montant, on doit déduire la somme de 1 324 € qui correspond à l'excédent des comptes administratifs 2022 de l'association pour le territoire de Montmagny, tel que précisé dans un courrier du département reçu le 27 octobre 2023. La participation pour la commune de Montmagny s'élève donc pour 2024 à 22 889,50 €. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de modifier le montant de 22 000 € voté lors du budget primitif pour 2024 à titre prévisionnel au titre de la participation due à l'association Aiguillage pour les actions de prévention spécialisée qu'elle mène sur le territoire de la commune et d'approuver le nouveau montant de cette participation qui s'élève à 22 889,50 €. Merci Madame Elvire Thénault. C'est les mêmes montants que ceux qu'on a votés hier au Conseil communautaire. Avez-vous des remarques? Monsieur Capparty. Oui, la subvention est égale pour Deuil et Montmagny, si j'ai bien compris. Y a-t-il le même nombre de participants pour nos deux communes? Et si ce n'est pas le cas, la subvention ne devrait-elle pas être proportionnelle à cette participation? Alors, on a exactement le même nombre de personnes qui travaillent sur Deuil et sur Montmagny, et ils se partagent à 50% sur les deux territoires. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 21, c'est l'engagement quartier 2030. Contrat de ville intercommunal Plaine-Vallée pour la période 2024-2030. Toujours Madame Elvire Thénault. Merci Monsieur le maire. La communauté d'agglomération Plaine-Vallée est signataire depuis le 29 juin 2015 avec l'État et les communes de Deuil-la-Barre, Montmagny, Saint-Gratien et Soisy-sous-Montmorency d'un contrat de ville intercommunal pour la période 2015-2020. Initialement prévu pour une durée de 6 ans, le contrat de ville intercommunal a fait l'objet de 2 prorogations. Une première prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 par l'effet de la loi de finances 2019 ayant donné lieu à un protocole d'engagement renforcé et réciproque signé le 10 juillet 2020. Une seconde prorogation par la loi de finances 2022 fixant l'échéance du contrat de ville intercommunal de Plaine-Vallée au 31 décembre 2023. Par circulaire en date du 31 août 2023, l'État a fixé le calendrier et les modalités méthodologiques d'élaboration de la nouvelle génération 2024-2030 des contrats de ville, afin de mener au mieux l'élaboration de la future génération de contractualisation. Le cadre d'élaboration de ce nouveau contrat, appelé Engagement quartier 2030, doit répondre à un triple objectif. Premièrement, simplifier et accélérer l'action publique pour produire des résultats tangibles et mesurables pour les habitants. Deuxièmement, assurer des réponses de qualité aux attentes des habitants, parmi lesquelles la sécurité,
l'écologie du quotidien et l'accès à tous les services publics. Enfin, maximiser la mobilisation des acteurs publics et privés, tout en rendant plus lisible le rôle de l'État par une communication uniformisée. Par ailleurs, il doit se recentrer sur les enjeux locaux les plus prégnants de nos quartiers, tels que définis collégialement avec l'ensemble des acteurs. Ainsi, l'approche par pilier de la précédente contractualisation fait place à une approche plus resserrée sur les priorités définies à l'échelle de chaque territoire, en fonction des réalités locales. S'agissant du calendrier, ces travaux se sont articulés autour de 2 phases. La première a été consacrée à l'organisation d'une consultation citoyenne le 24 octobre 2023, afin de recueillir les attentes et priorités des habitants des quartiers prioritaires pour le contrat de ville de demain. Au total, plus de 35 personnes issues des 4 communes concernées se sont mobilisées durant cette soirée. La deuxième phase s'est organisée durant le premier trimestre 2024, avec l'organisation d'ateliers participatifs proposés à l'ensemble des acteurs du territoire, avec l'appui du pôle ressources villes et développement social du Val d'Oise. Ces groupes thématiques ont été co-animés par les équipes opérationnelles de l'agglomération et des communes concernées, la déléguée du préfet et le directeur du pôle ressources. Ces temps de travail se sont appuyés sur les enseignements de l'évaluation du contrat de ville intercommunal réalisé en 2022 et sur les enseignements issus de la consultation citoyenne du 24 octobre 2023. Ce sont au total plus de 120 partenaires qui se sont mobilisés sur ces différents ateliers organisés dans le cadre de ces travaux, le 19 et 23 janvier et les 8 et 9 février 2024. À l'appui de ces 2 étapes, les grandes priorités d'intervention du contrat de ville 2024-2030 de Plaine-Vallée ont pu être définies. Celles-ci se déclinent selon les enjeux suivants. Faire du quartier prioritaire un lieu de vie agréable et de qualité, un lieu de socialisation, un lieu d'intégration, un lieu d'émancipation. Renouer la confiance entre les habitants et les institutions et renforcer la présence du droit commun dans les quartiers. Favoriser l'épanouissement et le bien-être de l'enfant élève et donner aux parents les moyens d'amener leurs enfants vers la réussite éducative et les conforter dans leur rôle parental. Assurer des parcours de santé de la prévention jusqu'aux soins et promouvoir la montée en compétences des publics des quartiers prioritaires. Faciliter le lien entre les habitants des quartiers et les acteurs du service public de l'emploi. Ces priorités seront mises en œuvre sur la base de modalités de travail visant l'interconnaissance des acteurs, la lisibilité des dispositifs, l'amélioration de la communication, le lien social et l'intergénérationnel. Ce nouveau cycle de contractualisation s'appuie sur une géographie prioritaire actualisée suite à la publication du décret numéro 2023-1312 du 28 décembre 2023, modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Pour Plaine-Vallée, les périmètres quartiers politique de la ville retenus sont les suivants. Pour Montmagny, les quartiers du centre-ville et des Lévriers. Pour Saint-Gratien, le quartier des Raguenais. Et pour Soisy-sous-Montmorency, le quartier du Noyer-Crapaud. Les épisodes récents de violences urbaines ont mis en lumière les difficultés sociales existantes dans certaines zones. Bien que ne répondant pas strictement aux critères de la géographie prioritaire de la politique de la ville, en présentant certaines caractéristiques. Dans ce contexte, l'agglomération Plaine-Vallée a identifié des territoires dits vulnérables qu'elle souhaite inscrire au titre du mécanisme poche de pauvreté dans le cadre partenarial du contrat de ville. Ces territoires correspondent pour la plupart aux anciens quartiers de veille active de la contractualisation 2015-2023, pour lesquels l'agglomération observe des situations de décrochage. Il s'agit des Mortes-Fontaines et la Galatea de la Barre, et le quartier des Noëls à Soisy-sous-Montmorency. Toutefois, 2 autres quartiers pourraient être également éligibles, sous réserve d'indicateurs de pauvreté justifiant des moyens d'intervention nécessaires. Le quartier du Barrage à Montmagny et le quartier des Marais à Saint-Gratien. Ce contrat, qui sera signé avec l'État en septembre 2024, est un contrat pluriannuel courant de 2024 à 2030. Il a été approuvé lors du Conseil communautaire du 27 mars 2024 et doit être approuvé par chaque conseil municipal concerné. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le contrat engagement quartier 2030, tel qu'annexé, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat, ainsi que tout document ou acte nécessaire à sa mise en place et à son exécution. Merci Madame Elvire Thénault. Donc hier soir, on a également approuvé ce contrat définitif engagement de quartier 2030. Il devait être signé avec l'État le 3
juillet. Et bien évidemment, le préfet n'ayant pas le droit de sortir en ce moment, il est reporté au 3 octobre 2024. Avez-vous des questions sur ce contrat de ville, Monsieur Cap-Marty? Oui, donc les caractéristiques du territoire de Plaine-Vallée que vous présentez, et notamment les données socio-économiques des quartiers prioritaires, dont ceux de Montmagny, mettent en évidence une nette dégradation des conditions de vie des populations qui y résident et par voie de conséquence soulignent l'échec de votre politique. Plus de chômage, plus de précarité, plus de pauvreté, plus de difficultés de vie. À titre d'exemple, les constats faits pour le quartier des Lévriers sont révélateurs des difficultés auxquelles sont confrontées les familles. 42% de taux de pauvreté, 52% de bas revenus, 18,6% de familles non monoparentales et 48% de chômage. Les réponses apportées par le département, la CA Plaine-Vallée et la commune sont insuffisantes et non adaptées à la gravité de la situation de ces quartiers. Il est urgent de mettre en place une politique sociale ambitieuse pour faire reculer la pauvreté, le chômage et le mal-logement. Alors que des ressources financières existent au sein du Conseil régional, nous constatons avec amertume que le Val d'Oise est une nouvelle fois laissé pour compte. C'est faux. Ah, excusez-moi, enfin, je réponds juste rapidement. Parce que concernant la nouvelle géographie des quartiers prioritaires, il faut savoir qu'au départ, le centre-ville avait été sorti. Pourquoi le centre-ville avait été sorti? C'est parce qu'on considérait que justement, il y avait une évolution en termes de revenus des habitants, et donc le préfet considérait qu'on n'avait plus besoin de mettre le centre-ville dans ce cadre de ces QPV. Le maire s'est quand même battu pour qu'on puisse remettre le centre-ville dans les QPV parce que ça ne concernait pas toute la population. Donc de dire que la politique est un échec, c'est faux. La preuve en est, au centre-ville, il devait sortir parce que les gens avaient une condition qui s'améliorait. Et moi, je répondrai que je n'ai pas la main sur les habitations, c'est-à-dire que c'est pas moi qui mets les Dalloz, le 93, Garges-les-Gonesse dans les appartements des Lévriers avec des personnes qui ne parlent pas français, qui arrivent de l'étranger. C'est ce que l'État appelle la mixité sociale, c'est pas mon point de vue. Et à partir du moment où on amène de la pauvreté sur la pauvreté, on a le résultat que vous constatez, Monsieur Cap-Marty, et que je déplore, mais moi également. Et quand je vois que ce constat et ces préconisations ont été faits par quelques personnes, parce que 120 sur 4 villes, ça fait jamais que 30 si on est dans la moyenne des 30 pour Montmagny, 30 personnes qui prennent part et qui nous édictent ce projet. Je pense qu'autour de la table, on était, à mon avis, mieux à même, plus compétents pour le faire. Bon, enfin bon, on n'a pas eu la main, c'est comme ça. Maintenant, on n'a plus le droit à grand-chose. Vous savez, les conseils municipaux sont capables de rien. Donc, voilà, on laisse faire par les autres. Et vous direz que c'est ma politique qui fait échec dans quelques années. Moi, non, j'ai pris part à pratiquement rien, si ce n'est pour assister au rendu de ces comptes rendus. Donc, je ne prends pas ça à ma charge, Monsieur Cap-Marty. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty, un contre. Qui s'abstient? Le reste à l'unanimité. Le point 22, c'est les décisions du maire entre les deux conseils. Avez-vous des remarques sur les décisions que j'ai été amené à prendre depuis le mois de mars? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Non, il n'y a pas de vote, c'est un donner acte. Donc, donner acte. Le point suivant, c'est une information sur le vœu de la ligne de métro 19. Rapprochons le Val d'Oise des autres territoires d'Île-de-France. Et je passe la parole à Monsieur François Rose. Merci, Monsieur le maire. En même temps, on parlera un peu du T11. Alors que presque tous les départements d'Île-de-France bénéficient des infrastructures en cours de réalisation du Grand Paris Express, le Val d'Oise a été oublié et lésé. Si nous
mobilisons pas aujourd'hui, notre territoire sera desservi demain qu'à la marche par un tronçon de la ligne 17 à Gonesse. Le département le plus jeune de France métropolitaine ne peut rester silencieux face à cette situation. Les Valdoisiens n'ont pas pour vocation à être des franciliens de seconde zone. Bien que 90% des habitants du Val d'Oise habitent dans une commune desservie par une gare, les interconnexions et les temps de trajet ne sont pas à la hauteur du bassin de vie parisien en comparaison avec les autres capitales européennes. Face à ce constat, le département du Val d'Oise a pris l'initiative en 2020 de lancer une étude exploratoire pour remédier à cette situation. C'est trop tôt. La solution retenue dans le cadre de cette étude est la création d'une ligne 19 dont l'interconnexion avec la ligne 15, 17 et 18 relieront l'aéroport Charles de Gaulle à la Défense en passant par le faisceau du sud du Val d'Oise qui concentre une forte densité de population. Elle viendra compléter le prolongement attendu et programmé pour 2033 de la ligne 11 Express, dont il est nécessaire ici de rappeler l'importance, puisque son entièreté du trafic est estimée jusqu'à 250 000 personnes par jour et permettra à nos habitants de pouvoir se déplacer plus aisément sur l'ensemble de la région Île-de-France, notamment grâce à l'interconnexion avec les lignes de métro 5, 15 et de RER A et E. La réalisation de la ligne 19 et le prolongement du T11 Express sont une amélioration concrète pour le quotidien de plus de 360 000 Valdoisiens qui seront ainsi localisés à moins de 2 km d'une gare et rendront l'accessibilité à plus de 100 000 emplois. En novembre 2023, les présidentes du département du Val d'Oise et de la région Île-de-France ont annoncé un financement conjoint des études permettant la réalisation de cette nouvelle ligne de métro. La route pour faire avancer ce projet essentiel dans notre territoire est encore longue d'ici sa mise en œuvre opérationnelle. Ensemble, collectivement et rassemblés pour le Val d'Oise, mettons la ligne 19 sur les rails. Nous, députés du Val d'Oise, sénateurs, présidents d'intercommunalité et élus du Val d'Oise, affirmons notre soutien à la ligne métro 19, demandant à Île-de-France Mobilité de déléguer à la Société des grands projets de maîtrise d'ouvrage, notamment des études de cette nouvelle ligne 19. Interpellons l'État afin qu'il engage la démarche permettant la révision du schéma d'ensemble du Grand Paris Express. Souhaitons que les études de faisabilité de la ligne 19 débutent en 2024. Il est proposé au Conseil municipal de confirmer son attachement au prolongement de la ligne 11 Express et de son phasage actuel, soit pour 2033, et d'affirmer son soutien à la ligne 19. Alors, il faut savoir que la ligne T11, actuellement, elle fait Épinay-sur-Seine, Le Bourget. Normalement, si tout se passe comme on le souhaiterait, en 2033, en 2033, pardon, elle devrait aller de Sartrouville à Noisy-le-Sec. Je ne pense pas que ce sera le cas, puisque un peu de retard a été pris dans cette réalisation. Ensuite, nous avons la ligne de... Ça marche, ça, ou pas? Nous avons donc la ligne 19 qui partirait d'ici à la Défense et qui rejoindrait ici le triangle de Gonesse, en passant sur notre communauté d'agglos ici. Alors je vous dirai, le trait est particulièrement large et épais. Bon, il est plus large par ici sur Argenteuil qu'il l'est sur Plaine-Vallée. On peut situer le passage de cette voie entre, je dirais, la gare d'Épinay-Villetaneuse et la gare de Saint-Brice-Sarcelles. Mais après, elle viendrait rejoindre ici le triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, donc après, la voirie serait commune avec la ligne 17 pour partir du triangle de Gonesse pour rejoindre l'aéroport de Roissy. Alors là aussi, la ligne 17 risque de connaître des retards, puisqu'elle a été décidée à la fin des années 2000, vers 2008-2010, et le budget pour réaliser cette ligne a quasiment doublé. Il est question, du fait de l'abandon du projet sur le triangle de Gonesse et du terminal 4 de l'aéroport de Roissy, d'abandonner le prolongement de la ligne 17.
Dans notre vœu, nous, c'est que la ligne 17 se fasse, puisque le tronçon du triangle de Gonesse sera commun entre le triangle de Gonesse et l'aéroport pour la ligne 17 et la ligne 19. Donc, en plus, il y aura des interconnexions et des proximités, puisque on croise la ligne H, qui permet donc à ceux qui prennent la ligne H régulièrement de pouvoir avoir une interconnexion pour se rendre directement à Roissy sans passer par la gare du Nord, à titre d'exemple, dans le cadre des améliorations. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres précisions ou des questions à poser? Bon, le tracé, il est encore assez flou parce qu'il faut faire les études de faisabilité. Avez-vous des remarques sur ce vœu qu'on veut formuler? Oui, nous sommes ravis de voir que votre famille politique, tant au niveau départemental qu'au niveau local, se préoccupe enfin du développement des transports en commun pour favoriser la mobilité des Valdoisiens. Nous sommes néanmoins surpris de cette démarche puisque la droite régionale, présidée par votre amie Madame Pécresse, ignore ces projets dans le schéma directeur IDF 2040 qu'elle est en train d'élaborer. Oui, ben c'est justement parce que le Val d'Oise est un peu oublié qu'on propose, via le département, cette ligne 19. Mais Madame Cavucci et Madame Pécresse ont parlé toutes les deux, et Madame Pécresse n'est pas opposée à ce projet, pour mémoire. Oui, mais ce n'est pas dans son schéma. Non. Non, c'est vrai. Il faut qu'il y ait salle 2. Alors, si elle n'était pas opposée, elle le mettrait dans son schéma. Mais il faudrait que ça le en devienne. toute bonne logique. Il faudrait que ça le devienne. C'est pour ça, oui, c'est ça, Karine, parce qu'elle n'y a pas pensé, on va l'aider à y penser. Ah oui, c'est bien. Je vous propose de mettre au vote ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous rassure, monsieur Cap-Marty, on ne le verra pas. Hein. On ne sera plus de ce monde. Nous, les jeunes, on a encore des chances. Alors un point, monsieur Cap-Marty, le point suivant, c'est une information qui va vous faire plaisir. Vous vous rappelez que j'avais préempté les parcelles de l'école privée pour Notre-Dame pour 200 000 €. Voilà. Et donc, il y a eu l'arrêt du tribunal qui, si vous voulez, rejette, qui annule plutôt la décision que j'avais prise le 22 février 2021 de préemption et qui condamne la ville à verser 1 500 € au titre des dispositions de l'article L771-1 du Code de justice administrative. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que il y a toujours le jugement qui est en cours pour autre chose, c'est que la DIA avait été retirée, non pas par une personne habilitée à le faire, c'est-à-dire le président de l'association AOP, mais par une personne complètement indépendante qui était l'acheteur, alors que c'est le vendeur qui peut retirer la DIA. Enfin, ça sera jugé, et donc le tribunal a simplement vu que ça avait été retiré par une personne et chercher à savoir si cette personne était autorisée à retirer la DIA qui avait été vue en assemblée. Et pour une deuxième raison, c'est que, bien évidemment, c'est difficile à mettre, il faut savoir quel projet on veut. Moi, le projet que je voulais, c'était simplement que l'école perdure, parce que j'avais eu vent qu'il voulait stopper l'école et vendre bien évidemment le terrain à des promoteurs immobiliers pour faire une opération financière. C'est pour ça que j'étais intervenu. Et donc il était difficile de dire que je voulais continuer l'école. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de présumer que, même si j'ai beaucoup de faisceaux qui m'indiquent et de vote, et ce qui avait été dit en assemblée des écoles. Et donc, je savais très bien l'intention qu'il y avait, d'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait une directrice qui faisait diminuer les effectifs de l'école et qui faisait que l'école n'était plus rentable.
Aujourd'hui, la nouvelle directrice a dressé la barre. On a beaucoup plus d'enfants scolarisés de Montmagny. Donc, c'est certain que... Est-ce qu'on peut les croire? De toute façon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fait ce que je pensais être bien, contrairement à l'avis de M. Cammarty qui voulait qu'on utilise les 200 000 € pour faire autre chose que de bloquer des projets immobiliers dans le centre-ville que l'on avait bien évidemment fait grâce à l'opération que l'on a fait du centre-ville. On aurait peut-être retrouvé quelques hauts immeubles dans notre centre-ville, ce que je ne voulais pas. Voilà pour l'information que je devais vous donner. Et les 200 000 € donnés à l'école publique, ce sera bien. Et on récupère nos 200 000 €. Mais nous en ferons bon usage, comme nous faisons bon usage des deniers de la ville depuis 2001 que j'ai récupéré les finances et que je vote les budgets. J'ai récupéré, vous le savez très bien, on ne va pas en reparler, mais puisque vous me le demandez, je vous le dis, une ville pratiquement sous tutelle, et aujourd'hui, nous n'avons plus de difficultés à faire les budgets. Alors, où je suis très fort, où il y a quand même... Où les autres étaient très faibles. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. L'information étant donnée, mais vous y étiez, hein, monsieur Cammarty, vous pouviez à ce moment-là essayer de faire autrement, même si c'était très difficile. Je vous en concède. Question orale que j'ai reçue de la liste citoyenne, l'écologie sociale et solidaire. Si vous le permettez, monsieur Cammarty, vous allez me poser la première partie de la question, puisque dans votre première question, il y en a deux. Donc, oui, il y a une grosse lésion. Alors, posez la première, on vous répond, vous poserez la première bis, on vous répondra et vous poserez la deuxième. Non? Oui? Ça ira? Oui, donc la première dans la première. Nous avons appris que l'activité Lire et faire lire, menée par des bénévoles pour les enfants de Montmagny, et leur petite fête prévue le 28/6 avait été annulée. Ceci à cause de positions politiques prises par la Ligue de l'enseignement au niveau national. Nous aimerions connaître ces positions et pourquoi des positions nationales viennent empêcher l'aide à la lecture d'enfants magny-montois qui en ont le plus grand besoin. Nous ne pensons pas que cette activité auprès des enfants faite par des bénévoles de tous bords soit entachée par des orientations politiques nationales de la Ligue de l'enseignement, qui s'adresse aux forces progressistes du pays en les enjoignant à s'unir face à la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. De plus, interdire une activité festive préparée depuis longtemps auprès des enfants nous paraît méprisant. Alors, monsieur le conseiller municipal, il y a quelques jours, j'ai été interpellé par une initiative de la Ligue de l'enseignement. Le service communication m'avait demandé de valider un visuel pour un événement intitulé « Lire et faire lire » en fête. Et j'étais surpris de constater qu'on invitait parents et enfants à venir en pyjama à 18h. Ça serait quand même farfelu que je vous demande de venir au prochain conseil municipal en pyjama, non? Intrigué par cette proposition inhabituelle, j'ai visité le site de cette association et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'elle prenait régulièrement des positions politiques, surtout en ce moment. Aussi, je vous rappelle qu'il est de mon devoir de veiller à ce que les associations avec lesquelles nous collaborons respectent les principes de neutralité politique qui sont essentiels à la confiance des citoyens dans nos institutions. La Ligue de l'enseignement, en prenant des positions politiques au niveau national, s'est éloignée de cette neutralité indispensable. Cette situation nous a contraints à reconsidérer notre partenariat. La décision de mettre fin à la convention n'a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une volonté de maintenir la transparence et l'impartialité dans l'action publique locale. Nous avons la responsabilité de garantir que toutes les associations subventionnées ou rémunérées par des événements par la commune ne s'engagent pas dans des actions ou des prises de position susceptibles de politiser leur mission éducative. Je tiens à rassurer les Magny-Montois que cette décision ne signifie en aucun cas un désengagement de la municipalité dans le soutien à l'éducation et aux activités périscolaires. Nous avons d'ores et déjà engagé des discussions
avec d'autres partenaires potentiels qui partagent notre vision de la neutralité et du service public. Notre priorité est de continuer à offrir les services de qualité à nos jeunes dans un cadre respectueux de toutes les sensibilités politiques. Permettez-moi de vous rappeler tout ce que nous mettons en place dans le cadre de la lecture. Je réaffirme notre attachement à la neutralité, au respect des valeurs républicaines, à la transparence de nos actions. Nous restons ouverts au dialogue et à la collaboration avec toutes les associations et institutions qui partagent ces valeurs essentielles. Et vous croyez que les petites dames qui font le lire et faire lire aux enfants leur inculquent les principes politiques de la Ligue des droits de l'homme nationale? Sûrement pas. Alors, la question 1 bis. Ah oui, d'ailleurs. Ok. Dans le même ordre d'idée, le bétonnage de l'espace en herbe de l'école Eugénie-Coton a été réalisé sans en informer les enseignants qui l'ont constaté un matin en arrivant à l'école. Ce qui témoigne, une fois encore, du même mépris à leur égard. Qu'est-ce qui a justifié le besoin de bétonner ce passage? Un aménagement provisoire n'aurait-il pas suffi pour préserver l'espace vert? Voilà. Alors, ça vient des instituts, ça. Hein. Je pensais, oui, puisqu'ils vous ont invité à venir voir, donc, comme vous y avez été, à l'école Eugénie-Coton, je pensais que vous sachiez faire la différence entre du béton et du non-béton. C'est le manque d'herbe, c'est pas le béton. Le béton, c'est un terme, si vous voulez, qui veut dire qu'il n'y a plus d'herbe, il y a autre chose. De béton, où j'y suis allé, j'ai vu ce que c'était. Alors bon, vous voyez, donc vous y êtes allé. Excusez le terme béton, mais ça revient au même. Il n'y a plus d'herbe. Encore fini. Je vous ai mis la photo finie, et c'est certain que maintenant, avec le temps qui fait, c'est-à-dire de plus en plus de pluie et de plus en plus d'élections, inattendues même, parce que je pense que c'est pas fini, il faut quand même que les gens puissent venir voter et ne pas s'enfoncer ou glisser dans l'herbe. Donc voilà ce qui a été fait sur une largeur de 2,50 m, hein, et qui englobe la plaque d'égout ou autre qui est là. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est assez bien réussi et ça s'intègre bien dans l'espace de l'école Eugénie-Coton. Oui, ce qui est déplaisant, c'est de ne même pas en parler avec les instituts et les directions, si vous voulez, qu'elles arrivent un matin, elles voient ça, jamais informées. C'est méprisant. Alors moi, j'aime bien la réponse qui m'a été faite il y a 48 heures. On m'a dit, vos électeurs, vous allez faire sortir par les toilettes. Bah écoutez, je vous laisse méditer et je ne vous donnerai pas mon opinion là-dessus. Question 2. Deuxième question, monsieur Caparty. Je vais donner la parole à Karine Farge pour vous répondre. Nous vous remercions d'avoir posé la question, Monsieur Caparty, puisqu'effectivement on a vu se développer sur la ville et sur le Val d'Oise, mais aussi au national, des opérations école morte, par exemple, pour dénoncer l'absence de remplacement. Alors effectivement, on distingue plusieurs types de remplacements, hein, comme partout, les courts, les longs, ceux qui sont possibles, ceux qui sont impossibles, les brigades de remplaçants qui sont épuisées ou qui sont là. Donc nous partageons effectivement ce constat avec vous que des élèves manimontois et leurs familles ont eu à subir cette année les problématiques de l'éducation nationale. Sur l'école Frères Lumière, comme sur d'autres écoles de Montmagny,
Plusieurs enseignants ont été absents, remplacés ou non, sur tout ou partie de leur arrêt. Au début de l'année scolaire, je dois dire quand même que tous les postes étaient pourvus sur Montmagny, que ce soit en poste d'enseignant ou en poste de direction. Il ne manquait personne à l'appel. Voici donc nous évoquons bien là la problématique du remplacement. Voici la situation dont nous disposons pour les écoles publiques de la ville pour l'année scolaire 2023-2024. Donc on vous la joint, on vous le joindra. Pardon. Il est difficile toutefois pour un maire ou pour son équipe d'agir dans un domaine de compétences qui n'est pas le sien, comme sur la crise structurelle du recrutement. Les enseignants et les parents d'élèves sont assurés de notre soutien. Ils sont aussi régulièrement informés de nos démarches, on les rencontre. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale de circonscription a également été interpellée par nos soins sur le sujet, comme elle l'a été effectivement par les parents d'élèves, à la suite des conseils d'école ou, comme nous l'évoquions, des opérations école morte, 2, je crois, sur la commune. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise a également été interpellé par monsieur le maire, qui lui a d'ailleurs adressé un courrier dès le mois de janvier, pour lui exprimer l'inquiétude des familles et pour lui demander effectivement d'agir en conséquence. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu aussi au cours de ce conseil municipal, comme vous le voyez régulièrement au cours des différents conseils municipaux qui émaillent l'année, il y a régulièrement des points scolaires. Vous avez vu tout à l'heure effectivement le vote d'une subvention pour le collège Nicolas Copernic, pour les dispositifs les plus flagrants. Mais vous n'êtes pas sans connaître les autres non plus, ni tous les dispositifs d'accompagnement offerts aux Magny-Mantois, plus petits, moyens, grands ou en âge de passer un certain nombre d'examens. On peut notamment vous citer les études, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le PREI, les mises à disposition d'espace pour l'éducation nationale, en particulier pour tout ce qui est remise à niveau, les petits stages au début des périodes de petites vacances ou de grandes vacances. Également pour les associations locales, comme ça a été le cas par exemple pour l'association des jeunes du quartier du Barrage, qui a été lancée effectivement sur les dispositifs d'accompagnement d'aide aux devoirs. Je rappelle encore pour le service jeunesse les stages coup de pouce ou les révisions aux examens que je viens d'évoquer. Donc avec monsieur le maire, nous participons à de nombreux conseils d'école, on échange beaucoup à ce sujet. Chacun sait pouvoir compter sur notre soutien. Bien sûr, vous pourrez dire que ce n'est pas assez, mais on ne peut pas faire plus auprès de l'éducation nationale. Quoique, cette année, nous avons fait fort. Monsieur le maire a détaché pour l'an dernier une personne de son service qui a passé le concours de recrutement de professeurs des écoles et l'a obtenu cette année. Donc, je me disais que si tous les maires de France détachaient une personne qui soit en mesure de passer le concours et de le réussir, tous les postes de l'éducation nationale seraient pourvus et les remplacements assurés. Alors, au-delà de la petite anecdote, je voulais dire que la situation qui m'a inquiété le plus cette année est celle de l'école Jean-Baptiste Clément et de sa classe de CM1, CM2, qui a vu se succéder plus de 4 enseignants. Beaucoup ne sont pas restés, certains ont fui, on va le dire, par manque de formation ou débarqués un petit peu comme ça sur le poste. Et donc c'est cette classe-là qui m'inquiète le plus, parce qu'en plus c'est une classe qui rentre en 6e l'année prochaine. Voilà. Donc là, effectivement, l'image de l'école qui a été donnée n'est pas la meilleure. Sur les autres, malgré les absences, les remplacements ont été mis en place, même si effectivement le remplacement n'a pas couvert la durée de l'absence. Juste une précision, le cas était équivalent à Jules Ferry, classe de CM2, où il y a eu une absence, je crois, 4 à 6 semaines. Il a démissionné pendant les vacances scolaires, je crois, de février. Et voilà, donc il y a eu aussi un trou. Alors sur Jean-Baptiste Clément, je vous assure que la situation perdure aujourd'hui. C'est ça que voilà. Enfin, il y a eu un cas similaire et c'était une classe de CM2, donc préparant l'entrée 6e, etc., etc. Oui, mais on vous joindra le tableau sur toutes les écoles.
Très bien. Oui. Alors, les satisfactions afférentes à la mise en place des dispositifs ou des accompagnements, même si ça reste du périscolaire et que ça ne remplace pas un enseignant, mais ça permet quand même d'ajuster un certain nombre de choses, effectivement, elles nous remontent et le maire en bénéficie tout à fait. Sur la qualité des relations ou sur l'accompagnement, même si effectivement là on vient de voir qu'à l'école Eugénie Coton, on a oublié de prévenir les enseignants qu'on allait poser des pavés et en plus on nous a dit ils sont rouges. Pas du tout, il n'y avait pas de symbole. Donc nous ne pouvons qu'espérer que les années à venir, effectivement, cette crise du remplacement ou même plus loin cette crise des vocations s'estompe et qu'un jour chaque élève effectivement puisse être face à un enseignant sur toute la période de scolarité qui lui est due, c'est-à-dire les 36 semaines de cours. Soyez assurés que nous restons tous mobilisés et nous sommes contents que vous nous rejoigniez sur ce sujet, comme nous le sommes également sur l'ouverture de la classe de toute petite section à la rentrée, qui pour le coup là nous est assuré d'être doté d'un enseignant puisqu'il s'agit d'un poste à profil. Donc pour informer le conseil municipal, effectivement, nous ouvrons à la rentrée 2024-2025 une classe de toute petite section sur le quartier des Lévriers, puisque nous estimons que c'est toujours un quartier prioritaire pour la ville et prioritaire pour la politique de la ville, mais aussi déjà avant tout pour la ville. Donc on a travaillé cette année entre les services scolaires, les services de la petite enfance, l'éducation nationale, et j'ai oublié un service, si on pouvait me le souffler. La petite enfance, le scolaire, le PREI. Non, c'est pas ça dont je parle. C'est pas grave, merci. Donc voilà, donc ce sont 12 élèves de 2 ans et demi qui feront leur rentrée effectivement sur l'école maternelle et Lévrier, qui a eu l'habitude auparavant d'accueillir des classes de toute petite section, et celle-ci sur critères définis entre tous et sur lesquels nous sommes d'accord. Je vous transmets également le courrier adressé à Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, Monsieur Capmarty. Merci. Et j'ai également été manifesté, moi j'ai pas autant l'habitude que vous de manifester, à l'école Frères Lumière un matin pour justement m'associer aux parents d'élèves. Et puis également j'en ai parlé lors d'une entrevue avec le préfet, mais malheureusement quand on se partage zéro, il n'y a pas grand-chose à partager. Voilà ce que nous avions à dire sur cette question. Le conseil municipal se termine. Je vous annonce donc que le prochain conseil municipal aura lieu le 3 octobre 2024 à 21h ici même. Je remercie donc le public qui nous a regardé sur le live en direct et qui le feront en replay. Je remercie également les élus et tous les services municipaux qui ont participé à l'élaboration de ce conseil municipal, ainsi que le public. Et je clôt la séance. Il est 22h45. Merci et bonne soirée à tous.